Votre portrait par Damien Cabrespine. Monsieur, je m'excuse, je vais vous demander de sortir du champ. Merci, monsieur. C'est un cinéaste populaire, un auteur parfois incompris de la critique. Un metteur en scène qui provoque beaucoup l'instinct du comédien. Mais c'est surtout un réalisateur sans cynisme, le chouchou des acteurs du cinéma français. J'ai beaucoup aimé tourner avec Claude Lelouch. Ça a été pour moi une découverte d'un nouveau cinéma. Bouge pas, reste comme ça. Et ce qui est formidable, c'est d'abord la liberté. C'est très facile d'être bien dans les films de Lelouch. Je pensais pas dire non à Claude Lelouch. Ici. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Des débuts au milieu des années 50, d'abord en tant que journaliste. Nous sommes à 30 km de Moscou, au milieu des kolkhozes. Ou en tant que réalisateur de Scopitone Yéyé. En 1966, Claude Lelouch explose les codes cinématographiques et décroche au passage une Palme d'Or, un Golden Globe et 2 Oscars. Ça vous arrive souvent de rater votre train? Oui, assez. En général, je suis pas très précise. Moi, je fais des histoires d'amour parce que je projette sur un écran un rêve. J'aurais aimé être à la place de Trintignant dans Un homme et une femme. Une caméra qui virevolte, des tournages qui dilatent le temps et désarçonnent parfois les acteurs. Continuez à jouer en permanence. Lelouch ne donne pas de ce scénario. Et par exemple, je ne sais toujours pas la fin du film. On va tourner à partir de maintenant à peu près pendant 20 minutes encore en continuité. On est libre, on fait ce qu'on veut. C'est très très particulier et c'est très fascinant. L'aventure, c'est l'aventure. Cinéaste de l'imprévu, caméraman plein de fougue. La star de mes films, c'est la spontanéité. Claude Lelouch dévoile ses interprètes, les révèle sous un nouveau jour. Il dynamite tous leurs repères. Comme Claude Lelouch est en même temps le metteur en scène et le caméraman, le premier spectateur, rien va ne lui échapper. J'ai envie de baiser, alors soit on dort ou soit on y va. Vous êtes au courant de l'échangisme? Et il a compris que les acteurs pouvaient non pas jouer devant la caméra, mais pour la caméra. Tu peux sourire en même temps? Tu peux si on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Ces films mis sur la synchronie, les hasards et les coïncidences. En 62 films et 62 ans de carrière, Lelouch a exploré tous les genres. Des comédies désopilantes. Arrête. Des folies ésotériques. Alors il leur promit que cette vie de misère serait la dernière qu'ils auraient à connaître. Et des histoires d'amour toujours. Pour moi, une femme, c'est... C'est quoi? C'est un homme qui pleure de temps en temps, voilà. À partir du moment où on s'adresse au cœur du spectateur, il marche à 3000 à l'heure. Alors que si on s'adresse à sa tête, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire. Aujourd'hui, il réunit à nouveau le couple mythique Trintignant-Aimé et va s'offrir au passage une nouvelle vie récanoise. Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle? Une délicate manière de boucler la boucle et de faire un joli pied de nez au temps qui passe. Coupé, génial! Voilà, les plus belles années d'une vie, on va en parler. Pendant la guerre, Claude Lelouch, votre famille fuit en Algérie. C'est le pays d'origine de votre père. Et puis vous revenez avec votre mère à Nice. Et là, il faut se protéger contre la Gestapo. Ce sont des années très difficiles. Vous vous réfugiez dans des cinémas. Oui. Est-ce que donc ces 5 ans, vous avez 5 ans, c'est synonyme de peur ou au contraire de découverte de quelque chose? Non, j'ai envie de dire que c'est le pays des rêves qui commence pour moi. On a été recherché par la Gestapo et ma mère s'est aperçue que le seul endroit où je bougeais pas, où je restais calme, c'était devant un film. Et elle a découvert aussi que dans les salles de cinéma, on n'arrêtait pas encore les Juifs. Donc elle me confiait à des ouvreuses tous les après-midi, de 2h à 6h, parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire pour essayer de retrouver mon père. Et je dois dire que c'est là que tout a commencé. Le cinéma a commencé par me sauver la vie. Et à la fin de la guerre, quand il a fallu aller à l'école, ça a été un dur moment pour moi. Voilà. Ça a été très compliqué. Alors ça devient un peu plus difficile à l'école, mais votre père va vous offrir une caméra. C'est lui qui sent que vous allez en faire votre métier? Oui, il a tout de suite senti ma passion pour le cinéma. Il y avait ça qui m'intéressait, puisque dès que j'allais à l'école, je faisais le mur pour aller l'après-midi au cinéma. Donc il a très très vite compris que c'était la seule chose qui m'intéressait et que c'était le bouton sur lequel il fallait appuyer. Donc quand j'ai raté mon bac, il savait que j'allais rater mon bac. Il a dit à ma mère, s'il rate son bac, je lui offre une caméra et qu'il se démerde. Et vous vous êtes bien sûr débrouillé. Vous allez d'abord faire des reportages, aller filmer la réalité. Ouais. À quel moment vous dites, mais je voudrais diriger des acteurs, aller vers la fiction? C'est en Russie.
C'est à Moscou, en 57. Là, vous allez faire un long reportage sur l'Union soviétique. Clandestin sur cette époque où il y avait encore le rideau de fer. Et pendant ce séjour à Moscou, j'ai eu la chance, mon chauffeur de taxi m'a emmené au studio Mosfilm, où il avait un copain électro qui pouvait le laisser rentrer. Et j'arrive sur le plateau de Campasses les Cigognes. Ce jour-là, Mikhail Kalatozov tournait Campasses les Cigognes avec un décor, un escalier, des mouvements de caméra. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, voilà le métier que je veux faire. C'est ce jour-là que j'ai compris que l'acteur principal du cinéma, c'était la caméra, qu'elle était dans tous les films, dans tous les plans, et que c'était l'acteur qu'il fallait que j'apprenne à diriger avant de diriger les autres acteurs. Et donc ça a été le grand choc de ma vie, c'était en 57, et donc c'est ce jour-là que j'ai pris cette décision. Alors évidemment, vous allez faire plusieurs tentatives, et puis il y a donc 1966, Un homme et une femme. Là, j'allais dire, vous dites, je risque le tout pour le tout. C'est comme une dernière chance, après plusieurs efforts, plusieurs essais. Oui, parce que j'avais fait avant 6 films qui avaient été très boiteux. Donc très jeune. Hein, très jeune. J'avais commencé à faire du cinéma à 20 ans, 21 ans. Et donc, quand je fais Un homme et une femme, c'est mon 7e film. Et je dis, si celui-là ne marche pas, il faudra que je change de métier. Voilà. Et donc, on a pris tous les risques. Et c'est quand on prend tous les risques que la vie vous fait un joli sourire. C'est toujours ce que vous avez démontré. On va bien sûr parler d'Un homme et une femme, puisque vous nous en proposez d'une certaine façon la suite. Comment vous le définiriez, votre cinéma, Claude Lelouch? Il y a l'amour des comédiens, il y a l'idée que, et c'est ce qu'on voyait dans le portrait, vous voulez toucher au cœur, au fond, le spectateur. C'est ça que vous allez chercher? Oui, j'aime le cinéma quand c'est pas du cinéma. J'aime croire aux histoires quand c'est la vie. Je veux dire que j'aime tous les genres à condition d'y croire. Dès que je ne crois pas à une histoire, je sors de l'histoire et ça ne m'intéresse pas. Donc je me suis donné beaucoup de mal pour qu'on croie aux histoires que je racontais, même les plus folles, même les plus invraisemblables, parce que le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Et ce scénariste a peur de rien. Et il est même prêt à foutre le feu à Notre-Dame pour qu'on s'intéresse à lui. Voilà. Donc c'est ce grand scénariste qu'est la vie, qui a été mon compagnon et à qui j'ai fait confiance. Moi, je vais tout pomper à la vie. Je veux dire que tous les personnages de mes films, je les ai rencontrés, je leur ai parlé, ils existent, voilà. Et je ne crois pas aux héros et aux salauds, mais je crois qu'on a tous la possibilité à un moment donné de devenir un héros ou un salaud selon la météo, qui est très importante, voilà. Et j'ai adoré filmer des gens qui étaient, disons, un peu moins dégueulasses que les autres. Et disons que vous avez filmé les plus grands comédiens, qui sont toujours, la plupart du temps, heureux d'avoir travaillé avec vous. Ils ont découvert quelque chose en eux-mêmes, d'ailleurs, d'eux-mêmes. Oui, parce que moi, je me comporte plus comme un coach que comme un metteur en scène. Pour moi, les comédiens sont des athlètes de très, très haut niveau, et je suis là pour leur faire battre des records, pour courir un peu plus vite, sauter un peu plus haut que d'habitude, et donc j'appuie sur les choses qu'ils font déjà très très bien. Tous les personnages de mes films sont très proches des comédiens que je choisis. J'aime pas trop les rôles de composition. Et j'aime tellement la vie, j'aime tellement ces parfums de vérité qu'on peut filmer que, effectivement, quand je choisis Lino Ventura, je choisis pour la bonne année le dernier des machos, quoi. Voilà. Et pareil pour Belmondo, quand je fais le portrait d'un homme avec toutes ses contradictions dans Itinéraire d'un enfant gâté. Donc, je prends des acteurs qui ressemblent à mes personnages. Et c'est évidemment ce que vous faites avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, une première fois, donc en 1966, dans Un homme et une femme. Aujourd'hui, on les retrouve dans les plus belles années d'une vie. Ils sont évidemment magnifiques, bouleversants. Ils se retrouvent. Alors, l'histoire est très simple. Au fond, ils se retrouvent. Jean-Louis Trintignant, Jean-Louis est un homme âgé, évidemment, qui a perdu d'une certaine façon un peu la mémoire. Et c'est Anouk Aimée qui va le retrouver à l'invitation de son fils. Et ils vont renouer quelque chose. On va regarder la bande-annonce du film. Bonjour. Vous êtes nouvelle? Vous rêvez à quoi? À des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire. Les plus belles années d'une vie. Vous voulez vous évader avec moi? Celle que l'on n'a pas vue. Allez, embrassez-moi. Ce serait la folie. Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle? Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture. Et depuis quand? Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang. C'était moi. Mon amour,
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont regardé comme ça. De te dire mon amour. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Sans chagrin. T'étais tellement belle. Moi, ma réponse. On est toujours beau quand on est amoureux. C'est toi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amoureux? Toujours. C'est toi. Alors on revoit bien sûr ces images d'un homme et d'une femme qui nous bouleversent. C'est historique, c'est assez rare de faire retravailler 50 ans après les deux mêmes comédiens. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ça arrive. Enfin, je veux dire que le temps qui passe a été de notre côté et il a fallu tous ces miracles, des miracles donc, que je ne peux pas contrôler. Il fallait les convaincre aussi de jouer cette... Oui, parce qu'il n'y a rien de plus beau que filmer la troisième mi-temps. Je veux dire qu'il y a très peu de gens qui ont droit à une troisième mi-temps. Jean-Louis, Anouk et moi, on a droit à cette troisième mi-temps. Et au moment de la troisième mi-temps, on peut tout dire. Il y a prescription, voilà, on n'a plus peur de rien. Et ça permet de lâcher les personnages et de les filmer comme si c'était des enfants. Je veux dire que j'ai filmé un homme et une femme qui prenaient du plaisir et qui dégustaient le présent comme jamais. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée, le présent devient de plus en plus important. Les minutes sont des années. Et on va de plus en plus à l'essentiel. Voilà, donc j'ai pu aller peut-être encore un peu plus loin que d'habitude dans ce que j'avais envie de raconter sur ces observations et sur cette vie que j'aime de plus en plus, malgré tous ses défauts. Ils évoquent évidemment leur passion passée, j'allais dire, cet amour difficile, puisque lui aime les femmes, ou en tout cas, et elle est fidèle. Ou en tout cas, c'est ça qu'elle recherche. Est-ce que c'est le condensé de toutes les histoires d'amour, au fond, ce film? En tous les cas, c'est le condensé un peu de ma vie. C'est plus le portrait d'un galopin et d'une femme que d'un homme et une femme. Je veux dire que j'ai voulu montrer vraiment comment je vois les hommes, qui ne sont pas vraiment fiables. Voilà, vous savez, j'ai toujours préféré les femmes aux hommes. J'ai toujours pensé que les femmes étaient des hommes réussis. Et c'est un peu ce que raconte le film, d'ailleurs. Il demande pardon. Il lui demande pardon. Il sait très bien qu'il n'a jamais été à la hauteur. Et je veux dire qu'il a une lucidité sur cette vie d'homme qu'il a menée et sur cette femme qui, elle, a recherché la perfection, la fidélité. Voilà. Donc, je me suis amusé avec cette vie qui m'a passionné, voilà, et dont j'ai été un peu le cobaye, puisque j'ai eu la chance d'avoir 7 enfants avec 5 femmes différentes. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Voilà, et qui ne s'arrête jamais, au fond. Et c'est d'ailleurs la phrase de Victor Hugo, c'est la phrase qui va donner son sens au titre. Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. C'est donc pas une fin, ni un épilogue. C'est quelque chose qui... Tout à fait. Et c'est la phrase qui a rythmé ma vie. Je veux dire que quand j'ai eu la chance de lire cette phrase très jeune, et c'est vrai que j'ai très vite compris que la seule chose qui nous appartenait, c'était le présent. Il n'a pas le temps de vieillir, voilà. Et donc, tous ceux qui n'ont pas l'extase du présent, qui ne savent pas utiliser le présent, passent à côté de l'essentiel, voilà. Le passé, c'est comme si on serrait un mort dans ses bras. Le futur, c'est un suspense infernal, avec des points d'interrogation qui fait qu'on est trouillard, voilà. Et le présent, non, il a toutes les vertus, voilà. Et j'ai essayé de filmer avec Jean-Louis et Anouk le présent, ce moment extraordinaire, et j'ai voulu montrer que vraiment, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et vous laissez monter leur émotion, vous la laissez venir naturellement. Jean-Louis Trintignant, dans le dossier de presse, dit « Ce film m'a fait beaucoup de bien ».